Écoute, Anto, c'est vraiment un grand plaisir de pouvoir avoir cet échange avec toi ce matin et puis de pouvoir le partager avec tous les auditeurs du podcast. Et je dirais que c'est encore plus sympa d'avoir cette conversation autour de ce livre, 21 leçons de Gigi. En fait, c'est ce livre que tu as traduit en français. Si je me trompe pas, c'est un projet que toi, tu avais à peu près à l'époque où on s'est rencontrés pour la première fois, euh, printemps 2022. Moi, j'avais pris la décision de me lancer dans ce projet BTC Touchpoint. Ça commençait à prendre forme et puis surtout, j'avais vraiment pris cette décision. Donc, je venais de quitter mon boulot de consultant. Et puis, je contacte Roxy parce que je connaissais pas trop bien les acteurs en France et je sentais bien que sur ces questions, si tu veux, d'éducation, c'était important de pouvoir en discuter avec Roxy. Et là, lui, très gentiment, il me parle d'une soirée, d'une réunion qui se profile entre Bitcoiner Maxi. Et puis, il m'encourage à me joindre à cet événement. Et puis là, toi, en fait, t'es le gars qui accueille. T'es le gars qui accueille toute cette bande de maxi qui viennent partager leur passion. Et puis, grande qualité d'accueil, d'ailleurs, à ton niveau. Je garde un très, très bon souvenir de cette soirée. Et puis, je me souviens, on arrive et j'arrive assez tôt et toi, t'es là et en discutant, je comprends que t'es à peu près dans une phase charnière comme moi et que tu décides aussi de t'engager encore plus sur le projet Bitcoin. Alors, j'en dis pas beaucoup plus. Dis-moi si c'est à peu près ça et mais je vais te laisser la parole. Je pense qu'il y a sans doute pas mal de personnes, en tout cas quelques personnes parmi les auditeurs du podcast qui te connaissent. Mais pour tous les autres, est-ce que tu peux te présenter un peu, nous partager ce que tu veux, de qui tu es, d'où tu viens, ta trajectoire vers le Bitcoin? Merci Jacques, salut, merci de m'accueillir aujourd'hui. Alors oui, le résumé que tu as fait est à peu près bon, si près que c'était l'été quasiment, puisque je crois que cette fameuse soirée chez moi s'est passée un 19 juin de mémoire. Ouais, t'as raison. C'était le jour du T'as raison. bottom d'ailleurs, si je dis C'est pas de ça. bêtises, à cette Bottom époque. barbecue, C'était t'as la raison. bottom party, ouais, absolument. Ouais. Euh, ouais, donc concernant la traduction de 21 Lessons, elle était déjà faite à l'époque puisque moi Ah ouais. j'ai sorti la traduction française de mémoire aux alentours du 8 décembre 2021, je crois. Ah oui. Ah oui. Ouais, tout à fait. Et par contre, effectivement, à cette époque où on s'est rencontrés, j'étais effectivement, oui, dans la même situation que toi, puisque je venais de quitter mon emploi la veille. Ah ouais. Ouais, ouais, la veille. Et je décidais effectivement de me consacrer 100% à Bitcoin dès ce jour-là, ouais, tout à fait. Donc c'était un peu la soirée fondatrice. Mais ça faisait déjà, ouais, donc ça faisait déjà un petit moment que Oui, tu t'intéressais au Bitcoin au point de vouloir lâcher ton job. tout à fait, tout à fait. Après, bon, je me suis intéressé dans ma vie à plusieurs reprises à Bitcoin. Je dirais même à 3 voire 4 reprises. Sachant qu'on va dire les 3 premières, j'ai pas compris ce que j'avais en face de moi. Ouais. Ça m'a pris beaucoup de temps pour comprendre. J'ai commencé à approcher Bitcoin en fait à l'époque où j'étais encore dans le monde académique. Ouais. Je venais de démarrer en fait mon doctorat et donc j'ai eu ce papier dès 2009 hein, qui m'est passé sous les yeux. Ah oui. Ah oui oui, le white paper j'y ai lu. D'ailleurs tu es pas sans connaître Thomas Grobat qui est un de mes meilleurs Hmm. amis dans la vie. Exact. Ouais. On était ensemble à ce moment-là, enfin Ah, on c'est pas traînait vrai. Tous les ensemble à ce deux. moment-là et on a eu ce fameux white paper sous les yeux. On a installé Bitcoin Core sur un PC que j'avais chez Non, moi à c'est l'époque. pas Si vrai. si si si. Et puis ouais, ce PC a tourné, a miné. Mais bon, effectivement, plusieurs. Alors, peu, je dirais peut-être ouais plusieurs mois quand même. Hein. Et effectivement, bah on avait ce nombre qui augmentait de Bitcoin qu'il y avait sur un truc, mais C'est pas on vrai. savait pas ce qu'on avait en face de nous. Voilà, on comprenait pas en fait. Notamment
Je dirais par mes connaissances également financières, tu vois, le Ouais. chapitre 8 de 21 Lessons. Ah non, mais Euh, j'avais pas réalisé du tout que toi et Grand Bat, dès 2009, vous aviez mais comment ça? Bon, vous êtes geeks tous les Bah deux. Alors, je écoute, sais. on était voilà, lui était en train de faire, je crois, si je dis pas de conneries, un second master. Enfin tu sais voilà, toujours les Fiat Credentials hein, évidemment. Ouais, ouais. Euh, et moi je démarrais effectivement ouais à cette époque mon doctorat où je terminais mon M de recherche, je sais plus mais quelque chose comme ça. Et voilà, donc bah forcément on était un peu dans ce bain de lire des papiers, des articles de recherche, etc. Alors nous, c'était dans le domaine informatique, hein, mais bah, Ouais, enfin, Bitcoin aussi ouais, évidemment, mais pas dans la cryptographie. Moi, par exemple, c'était plus dans tout ce qui était reconnaissance de la parole. Et, ouais. euh, et du coup, il y a eu quand même un moment ce truc qui a tourné dans le labo, on l'a vu passer un peu tous, etc. Et oui, on s'est dit tiens, c'est marrant, vas-y, on l'installe sur une machine qui traînait que j'avais moi, voilà. Et, et bon, bah, c'est bien, ça a tourné un peu. Ouais, il y avait un certain nombre de cette unité de compte, on va dire, ou je sais pas comment on l'appelait à l'époque, mais Ouais. voilà. Et bon, bah c'est bien. On en fait quoi? On est content. Ça a aucune valeur, je dirais, dans le monde réel. Enfin, aujourd'hui, bien sûr que si, mais à l'époque, ça n'en avait pas. Il n'y avait pas encore eu un seul pricing en Bitcoin. Quoi que ce soit. Donc bah c'est bien, on est content, on a ça, mais on sait pas quoi en faire quoi. Et finalement bah ça finit par tomber dans l'oubli et soit l'aide. Tu te Ouais. doutes bien qu'aujourd'hui je n'en possède plus les clés depuis longtemps. Euh, donc Parce ça qu'à l'époque, il y a combien, il y a quelques dizaines de Français à tout casser qui ont des honnêtement bitcoins. je sais pas, j'en sais rien, j'en ai aucune idée. Ouais. Je t'avouerais que c'est un truc qu'on a laissé tourner dans un coin en se disant bon ok c'est marrant et puis finis par l'oublier presque et puis un jour tu mets la main sur la machine, tu voilà, elle était en veille et puis hop, enfin l'écran était en veille et puis ah oui c'est vrai il y a ça qui tourne, ouais bon ok tu regardes un peu sur le net, tu fais oui bon bah il y a des gens qui s'y Ouais, intéressent un ouais. peu mais bon ok ça a pas l'air de, enfin toi on n'avait pas compris le potentiel tout simplement, on n'avait pas Ouais, compris ouais, ce que ouais. c'était, on n'avait pas compris ce que ça pouvait représenter, on n'avait pas compris le message du white paper non plus, enfin on n'avait rien compris en fait à Ouais, l'époque ouais, évidemment. ouais, Et heureusement qu'il y a d'autres personnes qui, elles, étaient sans doute plus malines que nous ouais, ouais. et avaient déjà dès l'époque Donc saisi le t'as, potentiel, quoi. donc t'installes le truc, vous le faites fonctionner, mais vous n'êtes pas pour autant sur Bitcoin Talk dans ces conversations où justement commence à s'élaborer des prévisions sur sur le gain de valeur, tout ça quoi, sur C'est l'effet ça, disrupteur que ça peut avoir c'est quoi. exactement ça. Et puis très sincèrement, bah voilà, pris aussi un peu encore dans les études, machin. Ouais. Forcément, démarrer un doctorat, c'est pareil, t'as quand même un petit peu de boulot. Donc, bah ouais, il y a un moment où tu fais des choix et puis Et puis peut-être qu'à cette époque-là, même si tu es amusé, intéressé, intrigué par l'objet c'est ça, informatique, t'as pas forcément la culture et exactement. la préoccupation qui anime les cypherpunks, qui eux, voilà, sont bien conscients des risques qui pèsent sur nos sociétés, des fermetures des espaces de liberté qui se profilent dans l'ère numérique, et donc qui déploie cet objet à cette fin. Et toi, t'as pas forcément encore cette culture, quoi. J'avais pas encore effectivement toute cette culture, bien que depuis longtemps, même mon jeune âge, etc., j'ai un peu eu quand même toujours le mindset, tu sais, hacking, Ouais. etc. Ah ouais, ok. Il m'est déjà même arrivé des bricoles niveau hacking en France, etc. Enfin bon, mais ouais, toute la philosophie cypherpunk, etc. Ça c'est une partie que je n'avais pas. Ouais. Et du coup, oui, j'irais peut-être même jusqu'à dire que j'étais un peu statiste à l'époque. Voilà, donc forcément, j'avais probablement pas le bon mindset aussi pour saisir dès le départ un peu Ouais. ce Ouais, genre ouais. d'aspect, quoi, tu vois. Ok. Et donc, 2009, 21 leçons, 21 lessons de Dare Gigi. Alors, tu me disais, dira Dare Gigi ou c'est Gigi. Dare Gigi, c'est comme ça qu'on l'appelle en Allemagne, c'est ça?
Ouais, alors je crois qu'en plus lui-même et d'autres prononcent Guigui, mais moi je Guigui. suis pas fan de la Ouais, prononciation, je sais pas, ouais, je vois. ça m'arrache un peu de le prononcer comme ça, donc bah je fais le choix de dire Gigi moi personnellement, mais ce qui est pas forcément mieux d'ailleurs, mais oui, Lui, il publie son truc, il publie son livre. C'est 2018, la date ou... 21 Lessons, non, c'est 2020 Ouais, je crois, 2020. Ok, il me ok. semble hein, Ah oui, que c'est c'est ça, c'est 2020. ça. Il réunit des Je dirais même textes. janvier 2020, je dirais. Ok, ouais, ouais. Donc ce livre tombe entre tes mains. Et toi, à ce moment-là, t'en es où, toi? C'est quoi ton contexte à ce moment-là? Et qu'est-ce que ce livre t'apporte? Parce que j'imagine qu'à ce moment-là, bah voilà, t'as eu le temps de bien approfondir Bitcoin. Où est-ce que t'en es et qu'est-ce qui te touche dans ce bouquin? Alors, en fait, bah, c'est bien, ça va permettre de raccrocher le wagon parce que donc on parlait là de 2009, mais j'ai eu d'autres expériences par la suite, notamment Ouais. une bonne phase de shitcoining en 2017-2018, où je me suis bien fait rincer. Donc, le peu que j'ai réussi à sauver, c'est parti dans BTC. Parce que j'avais, comment dire, peut-être à l'époque quand même compris que voilà, les altcoins, les shitcoins c'est marrant, mais que bon, c'est bien quand même de faire la bascule en BTC un moment. Mhm. Et mais bon, c'était en plein. Alors si je dis pas de bêtises, ça a commencé, enfin ça s'est bien cassé la gueule. Je crois qu'il y a eu un gros bear début 2018. Si je dis pas de bêtises, c'était ça, hein, c'était début Ah ouais. 2018, hein. Ah ouais, c'est ça, ouais. Ouais, donc c'est là où effectivement je me suis un peu comme tout le monde bien fait rincer la tête et donc, bah, le peu qui restait, c'est parti dans BTC. En fait, j'ai tout converti et j'ai un peu mis ça de côté. Euh, Surtout que je venais de commencer en fait un nouveau boulot. Enfin, ça faisait à peine un an, donc il fallait que je me mette, enfin, tu vois, que je Fallait me se donne recentrer, vraiment quoi. dans mon tas. Et puis, bah ouais, derrière 2020, effectivement, un peu aussi comme pas mal de monde suite au crash de mars. Oui. J'ai remis le nez dedans vraiment à ce moment-là. Et puis, bah, confinement, tu sais, fallait trouver aussi un peu de quoi s'occuper, quoi. Mhm. Euh, et c'est là où ouais, je suis rentré réellement en contact avec 21 Lessons, où je l'ai lu, où j'ai apprécié en fait le côté ouverture de portes, de pistes en fait. Ouais. Tu sais les fameux fils que tu te retrouves à dérouler petit à petit et puis tu mets le doigt, c'est tout le bras qui part. Ouais. Euh, et c'est vraiment ça en fait que j'ai aimé et j'aimais beaucoup également ce qu'il faisait, notamment ses threads sur Twitter et tout ça. Enfin, j'ai toujours apprécié le personnage en fait. Ouais, tu l'as suivi assez rapidement sur Twitter, toi. Ça fait partie ouais des premiers que j'ai suivis. Ouais, ouais, oui. Dès le début, il était en tenue verte, là, en combinaison verte fluo, là, c'est ça? Ouais, tout à fait. Et puis bah ouais, enfin j'aimais bien sa pertinence, voilà. Donc et son impertinence également parce que bon, on va pas se mentir, c'est un bon troller aussi. Et tu peux nous le décrire un petit peu, ou en tout cas nous partager comment ta perception du gars, parce que effectivement c'est un peu un extraterrestre. Il est assez singulier dans le paysage. Hein. Oui, tout à fait. Après, bon, c'est quelqu'un d'extrêmement gentil, qui est disponible, qui m'a beaucoup aidé à la fin, notamment pour tout ce qui était mise en page et également couverture, tout ça. Enfin voilà, et c'est lui qui m'a donné par exemple tous les assets pour faire la couverture. Enfin, voilà, vraiment, c'est quelqu'un qui partage aussi beaucoup et c'est lui d'ailleurs qui m'a encouragé à mettre le livre à la vente parce qu'au départ, moi, j'avais juste mis le, le source code et puis le PDF sur le GitHub du bouquin que j'ai Ouais, fait pour la version française, mais voilà, j'avais pas forcément d'intention de le vendre ou de l'éditer en version papier, ouais. tu vois, au départ. Bah, ce qui Et était c'est génial, parce que Ouais, et c'est lui, pardon, excuse-moi, désolé, je te coupe, mais c'est lui en fait qui m'a incité à le faire. euh, Je sais pas si je l'aurais fait si par exemple Gigi m'avait pas dit, bah si, vas-y, fais-le. ouais, puis on en a tous bénéficié parce qu'il y a Stackinsat qui a eu la bonne idée de l'offrir ou de Oui, le mettre de l'offrir à tous les participants à Surfing Bitcoin là. Donc on a tout tous à eu ça fait. dans notre petit sac
Et ça, c'est génial. Moi, lorsque j'en parle, là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont connu ce bouquin par ce biais. C'est pas évident qu'ils l'auraient trouvé sinon. Probablement, ouais. Ouais. Donc, ouais, DRGG, c'est vraiment quelqu'un. Alors moi, je connais très peu. Finalement, je l'ai plus découvert par le bouquin qu'autre chose. J'ai dû regarder 2-3 vidéos. Là, il y en a une qui s'appelle Human, je crois, ou quelque chose du genre. Et puis, je l'ai vu dans un atelier qu'il animait à Riga, où là, j'ai pigé que le gars, c'est quand même, effectivement, ça a l'air d'aller très, 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 très vite dans sa tête. Mais je cas, crois qu'on était au même, Jacques. Et il est capable de restituer beaucoup d'informations à la minute. Ça va très, très vite. Donc, quand il parle, il faut rester branché, quoi. Ouais. Et par contre, dans le bouquin, là, il fait un effort de synthèse, de concision, et puis surtout, il rend les choses assez simples. Et c'est super appréciable. Et il ouvre pas mal de pistes, hein, parce que chacune des pages, il y a plein de références. Donc pour ceux qui veulent aller fouiller plus profond, il y a plein de possibilités, quoi. Tout à fait. Et puis il y a également le site, enfin son site drjj.com, si je dis pas de bêtises, où il y a énormément aussi d'articles qui, pour certains, vont constituer tel que Bitcoin is Time, vont constituer les chapitres de son futur livre, Ouais. qui s'appellera 21 Ways, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. C'est ça, Il a hein. commencé à publier des chapitres, je pense, non? Oui, il y en a plusieurs déjà, je crois, de publiés. Ça fait un moment, cela dit, que je suis pas allé voir, mais où il en était, mais oui, et notamment Bitcoin is Time, qui est aussi pour moi un des articles un peu phares de Bitcoin dans son ensemble. Ouais. C'est notamment celui-là aussi qui m'a permis de comprendre un peu des concepts tels que la time chain ou ce genre de choses, tu vois. Enfin voilà, ce qu'on entend par time chain plutôt blockchain, Ouais. etc. Enfin, c'est vrai que sans avoir lu Bitcoin is Time, je suis pas sûr que j'aurais compris un jour. C'est ça qui m'a aussi permis, tu vois, d'aller encore plus loin dans certains fils que tu tires T'as dans le raison. rabbit hole, quoi. T'as Donc c'est raison, et c'est intéressant sans aussi de doute. compléter, compléter 21 Lessons avec certains, voire tous, hein, parce que là, enfin, même moi, j'ai pas lu tous ces articles, hein, mais tous ceux que j'ai pu lire, et quand même beaucoup, ils sont tous bons, quoi. Enfin, y a pas. Ah ouais. Et effectivement, la notion du temps, c'est pas quelque chose on n'a pas encore abordé ce thème sur le podcast de manière spécifique. Là, tout dernièrement, sur la série Breedlove, on a dressé ce parallèle entre l'irruption de Bitcoin et puis la découverte du chiffre zéro. Donc c'était assez intéressant. C'était la singularité, la rareté, mais il y a tout un rabbit hole sur le temps, quoi. Et ça, effectivement, tu me rappelles que c'est quelque chose qu'il faut couvrir sur le podcast. Donc je pense qu'on le fera prochainement. 2 mots sur le processus de traduction, ton expérience personnelle. Je sais pas si tu avais déjà fait ce type de travail avant. Il y a sans doute pas mal de gens qui peuvent avoir envie de s'impliquer sur Bitcoin. Et donc, ça peut être intéressant de partager un petit peu comment tu as vécu la chose, si tu as des conseils à donner, etc. Alors, bon, déjà la traduction, moi, c'était un domaine que, que je connaissais déjà, que j'avais déjà pratiqué par le passé, à travers diverses choses, y compris à travers mon travail à l'époque, puisque en plus de faire de la reconnaissance de la parole, je faisais de la traduction automatique. Donc j'ai toujours de toute Ouais. façon travaillé autour des langues, que ce soit dans mes domaines académiques ou etc. Enfin voilà, j'ai toujours été un peu autour de ces domaines-là. Euh, et du coup, ouais, c'est quelque chose que j'avais déjà fait. Après, étonnamment, c'est pas du tout une traduction que j'ai fait d'une traite. En fait, j'y suis tombé, je crois que c'était en juin 2021 ou mai. Je suis tombé sur un tweet de Gigi que j'avais pas vu,
où en gros, il cherchait, enfin, il demandait à ce qu'il y ait des traductions qui soient faites de 21 Lessons. Ouais. Et effectivement, à ma connaissance, sur son site, je me souviens, il y avait juste indiqué que le titre était traduit, quoi, pour le français, tu vois. Donc Ouais. bon, ça allait pas loin. Et bah, c'est là où je me suis dit, tiens, j'ai envie de le faire. En fait, j'appréciais le personnage, j'appréciais ses écrits. J'ai beaucoup appris quand même à travers lui. Et je me suis dit, bah, j'aimerais bien rendre quelque chose à la fois à la communauté et puis voilà, faire quelque chose autour de son travail parce que j'aime bien son travail. Et quand j'ai vu qu'il cherchait voilà des traducteurs pour traduire 21 Lessons dans différentes langues, je me suis dit bah vas-y, je le fais, je m'y attelle quoi. Je commence. Ouais. Et voilà, donc je suis parti comme ça. Alors au début, je crois même que je faisais ça dans un simple fichier texte jusqu'à ce que je me rende compte qu'il y avait tous les fichiers pour faire du LaTeX, etc., qu'il avait déjà mis tout à disposition. Il y avait juste à traduire dans les fichiers LaTeX, donc c'était vachement bien. Donc résultat, C'est quoi les fichiers latex? c'est C'est quoi ça? LaTeX, c'est un langage, on va dire, d'écriture de documents. Je sais Ok. pas si c'est une très bonne, un très bon résumé du truc, mais c'est ce qui est beaucoup utilisé, notamment pour la production d'articles scientifiques. Tu sais, la mise en page très formelle des articles scientifiques, Ok. etc. Tout ça, D'accord. c'est fait sous LaTeX en fait. Donc c'est un, C'est un logiciel que tu alors installes sur ouais, le. alors c'est même plus qu'un logiciel, c'est une distribution de tout un Ah ouais, ensemble d'accord. d'outils. Euh, et où en fait tu fabriques ton document en écrivant dans un fichier texte, donc ton texte, mais avec plein de commandes, etc. en plus que tu peux faire. Voilà, et c'est très très descriptif. Mais bon, tu peux Mm. faire des macros, des trucs, etc. Mais tout ça décrit dans un seul document, enfin un ou plusieurs documents d'ailleurs. Tu peux faire plusieurs fichiers avec des includes. Tu sais que tu vas appeler tel ou tel autre fichier. Enfin, Ouais, ok. Tous les voilà. les Bah référencements, typiquement, quoi. par exemple, tu vois, voilà, ma thèse, je l'ai écrit en LaTeX aussi. Enfin, tous les articles scientifiques, tout ça, c'est écrit avec LaTeX, quoi, la plupart du temps. Voilà, Ouais. c'est un langage qui est beaucoup utilisé dans l'ingénierie et dans le domaine, enfin dans le monde académique, quoi. Et du coup, il avait écrit effectivement 21 Lessons de la même façon, et ça se voit un peu en fait quand tu connais la texte, ça se voit un peu quand tu vois comment c'est mis en page dans le bouquin. Ah ouais. Et quand je me suis rendu compte de ça, en fait, j'ai dit ah bah attends, oh, je vais prendre les fichiers LaTeX et puis je vais directement traduire dedans, comme ça, je peux recompiler derrière le document, etc., etc. Et cetera. Et puis j'ai tout ce qu'il me faut et c'est très bien. Voilà. Et donc j'ai commencé à faire ça, ouais, fin mai début juin en 2021. Et donc, je dirais qu'en tout, c'est un processus. Si on met tout bout à bout, ça a pris entre 3 semaines et un mois, je pense. 3 semaines peut-être pour le traduire. Ouais. Un truc comme ça. En tout cas, c'est un plaisir à lire en français. Moi, je pense, je l'ai vu passer plusieurs fois, euh, mais je m'étais pas lancé dans la lecture et donc la traduction en français, ça m'a donné l'occasion le lire et ça a été un plaisir. C'est assez fluide. C'est une traduction vraiment sympa. Bah, merci. Là, tu nous as décrit tu nous as parlé d'outils assez obscurs, Pardon. mais les trucs de la tech et tout. Bon, moi, je voulais juste dire que les traductions, en fait, il y a plein de... Parce que je pense il y a des auditeurs qui peuvent être intéressés là, à participer, à contribuer à des traductions. Il y a notamment le réseau Consensus Oui. Network qui encourage tous les volontaires à venir prêter main forte, quoi. Et en fait, on peut facilement s'inscrire dans un projet, prendre à son compte un chapitre d'un bouquin ou même juste un article. Hein. Et en fait, ça demande un petit peu quand même de travail. Disons, je dirais que pour des gens, il faut pas être intimidé par ce type de travail. Il y a quand même des outils de traduction automatique qui font un premier travail, qui peuvent fournir une aide quand même non négligeable. Hein. Moi, ça m'arrive assez fréquemment d'utiliser DeepL. J'ai beau être assez à l'aise en anglais pour avoir travaillé dans cette langue pendant plus de 10 ans. Je suis content d'utiliser DeepL et ensuite d'affiner phrase par phrase et puis d'essayer d'apporter de la richesse de la connaissance de la langue française. Mais il faut pas se laisser intimider par la tâche. Ce qu'il faut éviter, c'est de faire une traduction purement automatique où là, tu arrives à Ah un oui. truc qui peut être qui peut faire mal à la tête, hein, et qui peut vraiment
saccager un petit peu toutes les nuances qu'introduit l'auteur dans la langue d'origine. Mais voilà, et puis on peut se faire aider. Les personnes peuvent faire relire par leur entourage des gens qui maîtrisent la langue sans pour autant connaître les subtilités techniques couvertes par le texte, quoi. Hein. Ouais, bien sûr. Après, oui, c'est vrai qu'un outil comme DeepL pour de la traduction automatique, ça peut être utile et intéressant. Étonnamment, moi, j'ai très peu utilisé pour 21 Lessons, mais à quelques reprises quand même. Ça m'a aidé parfois pour, en fait, comprendre certaines tournures, par exemple, tu vois, ou vraiment, où tu sais que là, t'as beau comprendre les mots un par un pris, tu vois, t'as beau Ah comprendre ouais. le truc, mais tu comprends pas forcément le sens profond de la phrase. Enfin, Ouais, pourquoi ouais. ça s'insère comme ça dans le texte, etc. Et c'est vrai qu'à deux trois reprises, ça m'a aidé quand même, peut-être un peu plus, mais ça m'a aidé quand même pour voilà comprendre le sens d'une phrase qui m'échappait un peu plus que les autres ou voilà. Ouais, ça a été utile, mais c'est vrai que pour ce genre de besoins très ponctuels, c'est intéressant comme outil. Ouais. Après, effectivement, oui, comme tu dis, si c'est pour faire une traduction entièrement à base de DeepL, bah c'est pas la peine, un robot peut le Non. faire, quoi. Et, euh, et donc ouais, je laisserai des liens là vers Consensus, vers aussi le compte de Édouard à Bien Consensus sûr, Edouard, qui ouais. coordonne un petit peu tous ces efforts parce qu'il y a de plus en plus de choses intéressantes qui sortent et il y a besoin de toutes les énergies pour les traduire au plus vite, quoi. C'est vrai que quand le bouquin il sort 3 ans plus tard, bon bah c'est dommage. Il y a pas mal de conversations qui se tissent aussi sur Twitter à partir d'apports qui sont faits dans les bouquins. Donc voilà. Si on parle maintenant un petit peu du contenu de ce livre, il a vraiment pour vocation de nous guider dans cette chute du rabbit hole. Alors le rabbit hole, c'est une image qu'on a déjà évoquée à plusieurs reprises sur le podcast. Cette image du terrier du lapin. Mais pour toi, c'est quoi ce rabbit hole dans ta propre expérience? À quoi ça renvoie? Bah, pour moi, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, tu sais, tu commences à t'intéresser à un domaine, un sujet, bah typiquement là on parle de Bitcoin, et puis parce que le rabbit hole c'est pas que Bitcoin, bien sûr, c'est tout un tas de choses. Mais effectivement, bah voilà, tu commences à t'intéresser à Bitcoin, et puis de fil en aiguille, tu te rends compte que ça touche à des sujets connexes, que bah par exemple, comme on peut le voir dans 21 leçons avec les différentes parties, ça touche à la philosophie, ça touche à l'économie, à la technique. Et c'est des sujets où tu vas commencer à mettre le doigt en disant bon, je vais regarder un peu de quoi ça parle. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, tu mets le doigt, t'as tout le bras qui part. Parce qu'en fait, c'est tellement profond ce sujet-là que si tu veux pouvoir comprendre les implications et les imbrications entre ces différentes choses, bah, t'es obligé de creuser un peu plus que de juste effleurer la surface. Donc pour moi, c'est ça le rabbit hole, c'est que c'est sans fin. Tu tires un fil, il y en a 15 qui viennent. Et alors au début, c'est pas toujours ni facile ni agréable parce que ça gratte un peu et puis bah ces fils Ouais. ils sont emmêlés et puis bah ça prend du temps de les démêler. Puis au début, tu te dis mais il y a trop de fils, je comprends rien, ça me saoule. Tu vois, donc ouais, c'est bien d'avoir des outils et enfin, en tout cas des œuvres et voilà qui te permettent et puis, pas que des textes d'ailleurs aussi des podcasts comme tu le fais et etc. C'est bien d'avoir ce genre d'outils pour justement un petit peu démêler les fils à l'avance ou au moins t'aider à les démêler. Euh, donc c'est en ça que ouais, par exemple, je trouve 21 Lessons est intéressant pour ça parce que quand t'es pas encore vraiment dans le rabbit hole, bah il t'ouvre quand même beaucoup de portes et il te permet justement de commencer à tirer tous ces fils. Ouais, c'est vrai que Bitcoin, c'est une porte d'entrée qui va amener à une mise à jour progressive mais assez complète de notre carte mentale, Oui, sachant qu'elle est constituée d'un certain nombre de programmes ou de narratifs qu'on a absorbés par choix ou juste on les a subis, quoi, et qu'ils ont fonctionné pendant un certain temps, et puis au bout d'un moment, il y a ce fameux glitch dans la matrice, euh, c'est et, ça. et, et, euh, et donc progressivement, Bitcoin nous permet de remettre
en question pas mal de ces bouts de programme ou de cette construction mentale. Et ce qui est assez amusant, en fait, c'est que c'est pas juste détruire le truc, quoi. C'est aussi réaliser qu'il y a plein d'autres programmes, plein d'autres manières de voir le monde, qui sont des trucs parfois qui sont juste très classiques et très traditionnels, mais qui ont été réprimés par le système actuel parce que ça lui permet pas d'avoir le fonctionnement qu'il souhaite avoir, c'est-à-dire un peu un contrôle sur la population, quoi. Ouais, exactement. Et puis, enfin, c'est une très bonne, enfin, c'est une très bonne image ce que tu dis à propos de la carte mentale, du schéma mental et de la façon dont petit à petit ça t'amène à challenger un petit peu toutes tes idées à la fois reçues et même ce que tu prends pour acquis finalement dans ta vie. Et ça renvoie pas mal à la première leçon finalement qui se conclut par c'est pas moi qui changerai Bitcoin, c'est Bitcoin qui me changera. Et, et, et voilà, ouais, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que même si tu prends ça de loin et puis tu te dis ouais bon, enfin à partir du moment où tu te dis ouais ok, ou même les mecs qui finissent par penser que c'est un Ponzi ou quoi, il y a un moment, je pense, dans ta vie où tu finis par vraiment réfléchir au truc et plus tu vas te rendre compte qu'on glisse au niveau de la société, etc., dans des choses qui sont pas forcément très réjouissantes. Plus en fait t'as de chance de finir par avoir ce fameux glitch justement et comprendre le truc. Enfin, c'est un moment, ça s'allume dans ton cerveau en fait, et à partir du moment où cette lumière-là, elle s'est allumée, que tu commences à tirer tous les fils et à comprendre en fait ce que c'est vraiment la création monétaire, par exemple. Enfin, tu vois, leçon 8 dans 21 Lessons, la méconnaissance financière. Ouais. Moi, je suis persuadé que c'est quelque chose de volontaire. Tu vois, c'est quelque Ouais. chose de conscient. C'est fait exprès. Si on t'apprend pas à l'école comment fonctionne l'argent dans le monde, c'est exprès quoi. C'est pas oh, oups, on a oublié. Non 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 non, on fait exprès de pas te l'apprendre. Et c'est vrai que ça fait un peu peur parce que il y a ce côté, ça nous consomme parce que finalement, à mesure qu'on révise, qu'on update, qu'on reprend notre carte mentale, on se rend compte, on continue à le faire parce qu'on se rend bien compte quand même que les découvertes qu'on fait et les vérités auxquelles on accède, elles sont plus puissantes, elles permettent une meilleure explication du monde. Et moi, dans mon cas personnel, en fait, ça m'a surtout reconnecté vachement à l'histoire, cette histoire de comprendre l'évolution de la monnaie et ce qu'est vraiment la monnaie. Pour moi, ça a été un peu une épiphanie dans le sens où ça m'a permis de me reconnecter à nos ancêtres, qui à tâtons ont abouti, ont convergé vers des formes de monnaie qui fonctionnent, quoi. Et en fait, tu te rends compte que il y a une difficulté, c'est que notre carte mentale, on l'a héritée de cette époque fiat qui nous a formés à l'école. Et donc notre référentiel, c'est un peu un référentiel hors sol si tu veux, dans l'histoire de l'homme. C'est le fiat, c'est un moment, quoi. C'est un battement de paupières, quoi. Complètement. Et donc le fait de quitter ce référentiel, ça fout les boules parce qu'on a tous besoin au niveau de notre structure mentale, de notre ego, d'avoir des points de référence pour se situer dans la société. Et là, tu commences à détricoter les machins. T'as peur de partir, tu deviens assez vulnérable parce que tu sais, tu t'es vulnérable, tu peux partir, écouter n'importe quelle thèse, tu peux te radicaliser sans t'en rendre compte. Il y a vraiment des risques objectivement, mais en même temps, bon, tu vois que quand même chez les bitcoiners, il y a quand même un sens rationnel assez profond. Les gens sont quand même assez cohérents. Pas toujours. Ouais, mais ouais, non, ça peut partir dans tous les sens, mais en fin de compte, il y a quand même des gens qui ont surtout les pieds sur terre, moi je trouve. Et donc progressivement, t'as quand même si c'est un petit peu, ça génère de la friction et ça peut être un petit peu anxiogène par moment. Le fait que t'aies la démonstration que c'est pertinent, en fait, cette nouvelle carte mentale, tu continues, quoi. Mais ça prend de l'énergie, mais ça en libère aussi, puisque tu acquiers une carte mentale qui t'émancipe plus en tant qu'individu et de mon point de vue, qui te permet de mieux expliquer le monde et en tout cas qui te donne accès à cet outil quand même hyper puissant qui est Bitcoin, quoi. Ouais, tout à fait. Et puis, ouais, comme tu dis, ça t'ouvre les yeux sur beaucoup de choses. Par exemple, le pouvoir des narratives.
où ça, moi, c'est quelque chose, par exemple, dont j'avais pas conscience avant, et effectivement, aujourd'hui, je vois bien que presque tout n'est que narratif, en fait. Donc, ouais, ça t'ouvre les yeux sur plein d'aspects que t'aurais pas soupçonné au départ, en fait, en me disant, tiens, je vais m'intéresser à cette Magic Internet Money, quoi. Ouais. Et bah non, c'est pas que ça, quoi. C'est beaucoup d'autres choses. C'est la souveraineté individuelle. C'est bah tiens, c'est con, hein, mais je vais essayer de mieux manger. Je vais essayer de, tiens, je vais essayer de faire pousser mes légumes. Tiens, machin. Enfin, tu te rends compte que petit à petit, en fait, tu finis par te désolidariser euh, de tous les chemins un peu fiat, effectivement, qu'on t'a appris et qu'on t'a amené à emprunter. Euh, voilà, moi, aujourd'hui, tu vois, par exemple, je vais plus dans les supermarchés, trucs comme ça. Enfin, j'essaye d'acheter au maximum à des éleveurs autour de chez moi. Enfin, même pas qu'au maximum d'ailleurs, parce qu'il y a que eux que j'achète. Euh, Enfin, ouais, j'écoute plus les recommandations de ouais, faut pas manger trop gras, trop sucré, trop salé. Alors, trop sucré, si, non, c'est pas bon le sucre, hein. Mais, Ouais, ouais. mais voilà, tu vois, enfin, là, je vais mettre des poules, tu vois, enfin, voilà, Mm. enfin, j'aurais jamais, il y a 10 ans, j'aurais jamais cru ça, quoi, tu Ouais, vois. ouais. Ouais, c'est pareil. C'est pas Moi, du tout là, le chemin que je prenais il y a 10 ans, en fait. ouais. Et Et ça, tout à bah, l'heure, d'ailleurs, tout à l'heure, tu disais que tu avais des tendances peut-être un peu trop statistes pour embrasser Bitcoin il y a 10 ans. Moi, ouais, effectivement, moi, sans je doute. remettais pas en question du tout l'État. Je me réjouissais d'avoir un État, entre guillemets, fort qui maintenait l'ordre, etc. Et vrai que moi, il m'a fallu... moi, c'est plutôt par le doute, le doute sur le narratif du catastrophisme climatique que j'ai commencé à, à nourrir un petit peu une méfiance par rapport à ces discours publics dont je sentais bien qu'ils pouvaient être utilisés pour contrôler la population, etc. Mais je pense que sans ça, ça aurait été difficile pour moi d'aller chercher Bitcoin, quoi. Ouais. Toi aussi, on t'a vendu une aire glaciaire quand t'étais petit, et un trou dans la couche d'ozone et des pluies acides. Ouais, Ah alors ouais. non mais moi c'est pas trop quand j'étais petit. Là, je vois les dégâts au niveau des enfants. C'est horrible. Mes enfants doivent être, ils sont pas nombreux, hein. Ils doivent être chacun dans leur classe. Ils sont peut-être deux à oser émettre des doutes sur le chaos le chaos imminent qu'on leur annonce là. Euh, voilà. Donc, mais ça va être assez dur pour les générations plus jeunes là qui ont été complètement brainwashées à ce truc-là. Euh, voilà. Mais moi, c'était plus que dans l'exercice de mon travail de consultant où j'étais souvent amené à évaluer l'efficacité de programmes euh, visant à améliorer l'accès à l'eau potable et à l'assainissement pour les gens. Ouais. J'avais au moins 20% de mon boulot qui consistait à émettre des avis sur la pertinence du programme en termes de contribution à la mitigation, tu vois, contribution à la mitigation des risques sur le changement climatique. On partait dans des tripes de maboules. On s'intéressait presque plus. Tu vois, l'enjeu c'était plus tellement de savoir si les gens ils ont l'eau qui coule au robinet et pour combien de temps et si c'est bien géré, etc. Il y avait maintenant 20% c'était changement climatique et 10% c'était les aspects genre quoi, inclusion, machin. Tout ça, ça part de bonnes intentions, mais j'ai senti la vague woke et moi et mes collègues qui avaient à peu près mon âge, bon, on était un peu critiques, même qu'on y croit ou pas d'ailleurs, mais on se disait putain, ça va un peu loin leur affaire. Mais on voyait arriver les nouvelles vagues de recrues, quoi, les Ouais. salariés, mes collègues les plus jeunes qui arrivaient de Sciences Po ou de je sais pas quoi, qui eux étaient complètement brainwashés et qui étaient des zélotes, de ce trip, quoi. Alors moi, j'ai décidé d'être un zélote du Bitcoin. Et ben voilà. Cette première partie qui traite de philosophie, est-ce que tu as des choses à partager avec nous, des anecdotes, des idées? Bah, moi, je crois que dans cette partie, c'est vraiment la première leçon.
euh, pas pour son texte, mais pour sa conclusion. Euh, c'est vraiment ça, c'est vraiment le truc, je pense que qui a résonné en moi quand j'ai lu le livre. Parce que je crois que, ouais, comme tu disais tout à l'heure, en parlant de la carte mentale, ce processus avait déjà commencé, peut-être même inconsciemment. Et quand j'ai lu cette phrase, je me suis dit, mais ouais, putain, c'est exactement ça, quoi. C'est exactement ça, en fait. T'as, t'as beaucoup de gens qui prennent le chemin inverse, notamment à travers tous les projets DeFi, Web3, tout ça, machin, enfin, toutes les chaînes Ouais, alternatives, etc. Moi, je considère que ces gens partent du principe qu'ils veulent changer Bitcoin, ou en tout cas qu'ils veulent faire mieux que Bitcoin, enfin, qu'ils veulent, voilà, tu vois. Mais ouais, si tu reviens au basique, Bitcoin, c'est pas de la DeFi, c'est pas tout ça, quoi, tu vois. Et c'est juste de l'échange pair à pair. Et, et ouais, tu peux pas changer. En fait, enfin, ouais, tu peux, ok, modifier le code à la marge, etc. Même si bon, c'est vrai qu'il y a quand même une certaine tendance, enfin, une certaine volonté d'ossification du protocole. Mais voilà, tu changeras pas Bitcoin, tu feras pas mieux, tu feras pas autre chose. Enfin, c'est lui qui va te changer en fait, parce que comme on disait tout à l'heure, ça va t'amener à t'intéresser à tout un tas de choses. Euh, Enfin voilà, ouais, ça va jusqu'à l'alimentation, enfin, ça change tout en fait en vrai. ouais. J'ai oublié de te demander là tout à l'heure, je voulais te parler d'Alice au pays des merveilles parce que ça c'est vraiment le thème, c'est un peu le fil conducteur de ce livre, ou en tout cas c'est l'univers dans lequel Gigi situe toute sa réflexion. C'est cet univers d'Alice au pays des merveilles dont j'ai simplement quelques souvenirs. Je pense que déjà j'ai pas lu le livre. Je pense pas avoir lu le livre. Alors je l'ai lu enfant, si tu veux, dans un album adapté aux enfants, et j'ai peut-être bien vu le Walt Disney. Je me souviens que ça faisait partie des Disney un petit peu particuliers, tu vois, comme dans Alors, ils en ont fait quelques-uns qui sortent un petit peu dans la structure dans la structure du récit, c'est un petit peu étrange. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'Alice au Pays Merveille? Est-ce que toi, tu l'as relu? Est-ce que t'y as réfléchi un petit peu, les messages que ça transmet? alors, moi je l'ai lu étant ado. J'en ai pas d'énormes souvenirs, pas dans le sens où c'est mauvais, bien au contraire. Mais bon, le souvenir que je garde, c'est que c'est un bouquin qui a été écrit par un mec sous LSD et voilà quoi. Ouais, Globalement, et de toute façon, si je dis pas de conneries, c'est le cas. Euh, et c'est pour ça aussi que le Walt Disney est quand même bien chelou, hein. ouais, Euh, Après, Gigi, il faut savoir que c'est un mec aussi qui aime bien les psychédéliques, hein. Donc, il y a déjà un lien ici. ouais. Et puis, je dirais que, à mon avis, c'est surtout pour illustrer la notion de rabbit hole. C'est vraiment ça, je pense, le vrai lien entre Bitcoin et puis Alice. Enfin, c'est vraiment l'illustration du rabbit hole et tu tombes vraiment dans le terrier du lapin. Euh, Ouais, c'est ça. À chaque étape, Alice, elle voit ses hypothèses ou ses assumptions, en français, comment on ouais, dirait, les hypothèse, fondations ouais. de son. Tout ça, c'est challengé par l'un ou l'autre des personnages qui remet complètement en question les fondations de sa pensée, quoi. Et c'est ça, et c'est le fait qu'effectivement, bah derrière, dans l'histoire, Alice arrive dans un monde qui lui est inconnu et où aucune règle n'est la même que dans son monde à elle. Je pense que voilà, il y a une certaine illustration de ça, et puis c'est surtout aussi utilisé pour illustrer chaque chapitre en réalité, essayer de raccrocher un peu à un passage du livre, mais je sais pas s'il y avait vraiment cette volonté de fil conducteur dans l'utilisation d'Alice au-delà des symboles. C'est une très bonne question et je t'avouerai que j'y ai pas suffisamment réfléchi pour te donner un avis. Ouais, ouais, Euh, ouais, mais ouais, en tout cas, le rapprochement avec le fait qu'Alice tombe dans le terrier du lapin, enfin rentre dans l'arbre et tombe dans le terrier du lapin.
et se retrouve effectivement dans un endroit complètement inconnu où rien ne fonctionne comme elle le connaît. Euh, bon, ça, effectivement, ça peut figurer très facilement l'espèce de déroute un peu que tu expérimentes quand tu commences un peu à t'intéresser à Bitcoin et à ce qu'il y a Sachant autour, quoi. que, ouais, sachant qu'en plus elle est déroutée dans son songe, on pourrait dire. Mais une partie de la déroute qu'on vit en tant que bitcoiner quand on fait ce travail à la fois d'introspection et puis de déconstruction, de reconstruction, de remise à jour de notre carte mentale, une grosse difficulté, c'est de le communiquer et de l'échanger avec ses proches, parce qu'il Oui, y a finalement peu de personnes autour de toi qui ont envie de s'atteler à cette tâche-là. Ils ont mille autres choses à faire dans leur vie, mille choses importantes aussi, hein. bien sûr. Et ils sont pas dans cette trajectoire de vie, ils ont pas cet appétit pour, je dirais, une quête de vérité. Et donc, c'est pas évident du tout de partager. Et c'est aussi, ça peut être isolant. Et c'est là où on est super content d'avoir ces espaces, ces réseaux sociaux qui s'organisent de plus en plus avec de plus en plus aussi de conversations assez spontanées qui se font sur Twitter, sur Nostr, où tu sens que t'es pas barjot, quoi. En fait, t'es juste effectivement plus les pieds sur terre, comme t'en avais l'impression, et que t'arrives à échanger avec beaucoup de bon sens sur des choses importantes avec des gens comme toi. C'est juste que les autres gens de ta vie quotidienne sont pas du tout intéressés par ça. Alors tu peux continuer à échanger avec elles, mais on va pas parler du rabbit hole, quoi, pas nécessairement, ou par petites touches, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais il y a aussi, je pense, le fait que bah, ça reste, mine de rien, un chemin qui est très personnel, très individuel finalement. Euh, Tout le monde n'aborde pas le rabbit hole par les mêmes aspects. Euh, Ça, c'est illustré, si je dis pas de bêtises, dans le livre, je crois que c'est au niveau, peut-être pas de l'introduction, je sais plus, mais tu sais, avec l'image de l'éléphant, avec Ouais, les moines ouais, aveugles qui le touchent et qui disent, ouais, non, mais ça, c'est une exact. théière, ça, c'est machin. Euh, donc voilà, ça illustre bien le fait qu'en fait on n'aborde pas du tout le rabbit hole de la même façon individuellement. Et d'autres, enfin, certains ça va être par l'aspect économique, euh, certains par l'aspect technologique. Bah là, pour l'illustrer, c'est simple, hein, t'as ceux qui build et puis ceux qui trade, par exemple. Bon, c'est très très réducteur ce que je dis, mais tu vois l'idée. Euh, et ouais, je pense que c'est vraiment un chemin individuel avant tout, ouais, très personnel en fait. Et c'est aussi pour ça que c'est relativement compliqué parfois de le communiquer Ouais. à son entourage, parce que déjà il y a pas l'appétence peut-être pour le sujet, probablement, et puis ouais, ce qui va résonner pour toi, ou toi tu vas penser que c'est un super argument, ou que c'est un super point de discussion parce que tu trouves ça passionnant, bah même peut-être ça se trouve pour un autre bitcoiner, ça va pas du tout l'intéresser, ou alors il s'y intéressera que beaucoup plus tard. Parce Ah ouais. qu'il en est pas là dans son chemin, ou parce que son chemin l'a amené justement sur des voies qui ne sont pas celles que toi t'es en train de prendre, par exemple. Tu vois. Alors, évidemment, entre C'est ouais, bitcoiners, ouais. c'est beaucoup moins vrai, parce qu'on a, enfin, c'est assez facile de même d'aborder un sujet qu'un autre n'a pas encore commencé à aborder, et de commencer à lui expliquer ou d'échanger dessus. Forcément, quand t'es déjà Ouais. un petit peu dans le mindset Bitcoin, c'est plus simple, évidemment. Mm. Mais je pense qu'il y a aussi ça qui joue sur l'entourage et ouais ouais. Et puis il y a cet enthousiasme aussi quand tu commences un peu à vraiment comprendre les trucs, à découvrir pas mal de choses, t'es hyper enthousiaste et en fait Ouais. tu saoules tout le monde en vrai, hein. C'est ça Ouais. aussi, hein. Il y a ça. Pour être assez clair, c'est ça, ouais. Oui oui, ça c'est faut pas oublier Et cet aspect quoi. d'ailleurs, les gens finissent par te le dire, hein, Oui bien assez sûr, bien rapidement. sûr, bien sûr. Surtout ceux avec qui tu vis en général. Mais ouais ouais ouais. Ouais, ouais. Je confirme. Euh, ok. Deuxième partie sur l'économie. Tu Ouais. voudrais apporter un petit mot? Bah, moi je dirais que sur la partie économie, ma leçon préférée, c'est la première, la numéro 8, si je dis pas de bêtises, la méconnaissance financière.
C'est là aussi quand je l'ai lu que je me suis dit ouais bon ok effectivement il y a un truc là-dessus parce que pareil elle a pas mal résonné en moi celle-ci parce que en plus quand j'ai passé mon bac j'ai fait un bac éco et social Ouais. et j'ai lu la leçon et il y a pas mal de choses de l'époque de ma terminale particulièrement qui sont remontées, typiquement le fait que bah on n'a rien appris à part Keynes en fait. Et donc ouais, bon moi j'avais fait justement ce bac éco et ouais j'ai pas du tout de souvenir d'avoir entendu parler de l'école autrichienne, tu vois, enfin non, keynésianisme à fond quoi. Et oui, c'est pour ça que ce chapitre a pas mal résonné en moi quand je l'ai lu. C'est cool la méconnaissance financière aujourd'hui. Peut-être, je peux me tromper, hein, mais aujourd'hui, je suis convaincu, j'ai le sentiment que c'est organisé, quoi, que c'est voulu. Qu'on maintient la population dans l'ignorance financière, bah, parce que ça arrange du monde, probablement, tu vois. Bah c'est Henry Ford à qui on attribue une citation là du genre si jamais la population découvrait comment fonctionne le système bancaire, il y aurait une révolution. C'est une bonne chose qu'ils savent pas parce que sinon il y aurait une révolution dans la rue le lendemain, un truc du genre, non? C'est possible, c'est vrai que ça me dit. Alors je sais pas si c'est Henry Ford, mais oui, ça me dit quelque chose cette citation. Bah du coup, oui, c'est ce que je pense. Probablement qu'il y a une volonté derrière, parce qu'enfin, en vrai, alors je sais pas comment ça se passe aujourd'hui. Mes enfants sont encore un peu jeunes pour en être là dans leur apprentissage. Ils sont pas encore au collège, donc voilà, on n'en est pas là. Mais effectivement, moi au lycée, j'ai eu beau faire un bac économique et social, on ne m'a rien expliqué de la création monétaire, de tout ça, quoi. Ou alors vraiment à la marge, quoi, tu vois, et clairement pas suffisamment pour prendre conscience des enjeux derrière, quoi. La troisième partie de ce livre, elle est consacrée un petit peu à des réflexions clés sur la techno. Ouais. Ouais, c'est bien ça. Donc c'est un petit peu la partie la plus fournie. Est-ce qu'elle est facilement accessible? Oui, moi je dirais oui. Ouais. Oui, ouais, moi je dirais oui. Ça va pas extrêmement loin. Disons que ça aborde les concepts qui sont relatifs à la technologie, mais sans forcément trop les creuser, quoi. Donc, encore une fois, ça permet d'ouvrir des portes vers certains de ces aspects. Typiquement, moi, je dirais que ma leçon préférée de la partie 3, ce serait sans doute la 18, avancer lentement sans rien casser. Parce que c'est l'inverse d'Ethereum, quoi, par exemple, tu vois. Enfin, voilà, là c'est Move Slowly, Don't Break Things, c'est vraiment le motto derrière Bitcoin, quoi. C'est vraiment tu vois, le leitmotiv, quoi. Ça évolue pas beaucoup, pas vite, pas souvent, mais parce qu'on veut rien casser, quoi. Et pourtant des fois, voilà, doucement mais sûrement. Et pourtant des fois on arrive quand même à casser des trucs, mais et à l'inverse, tu prends voilà des chaînes comme Ethereum par exemple, c'est exactement l'inverse, quoi. Ouais. Là, il y a ce qui me revient, là, c'est une parole de Michael Saylor qui disait, non mais attendez les gars, si vous voulez que votre réserve de valeur séduise les gars qui vont placer des millions, des milliards sur votre protocole, il s'agit pas de leur dire que vous prévoyez de le faire évoluer, de le faire changer tous les 6 mois, quoi. Il faut un truc un peu stable, quoi. Bah, c'est ça. C'est ça. Donc je crois que ouais, c'est la leçon que je préfère dans cette partie. J'aime beaucoup aussi celle qui parle des nombres. J'ai un petit faible aussi pour les nombres, donc voilà. Elle est assez poétique cette leçon, je l'aime bien. Et puis donner-leur demande du travail. Telling time takes work. Celle-là aussi est ouais vraiment chouette parce que c'est celle-là qui amène à se questionner justement sur la notion de temps dans Bitcoin. Ouais. Et c'est probablement celle-là qui t'amène derrière à lire Bitcoin is Time, parce que t'as envie d'en savoir plus. Donc ouais. Et bah oui, comme moi, je viens déjà un peu du monde de la tech, forcément j'ai plus de leçons préférées dans la partie tech. Ouais. mais ouais, je dirais que ces trois-là sont vraiment celles que j'affectionne particulièrement. Après les autres aussi, les cypherpunks qui écrivent du code, évidemment, aussi.
La vie privée n'est pas morte. Et puis, bah, évidemment, la partie sur Don't Trust Verify aussi. Mais voilà, la partie technologie, je pense qu'effectivement, c'est probablement celle sur laquelle il a mis, alors, je vais pas dire le plus d'efforts, parce que c'est pas vrai, mais le plus de lui-même, je pense. Tu vois, Ouais. Gigi. Dans son bouquin, je pense que c'est dans cette partie qu'il a mis le plus de lui-même. Ce qui est pas étonnant d'ailleurs, parce que il a un background d'ingénieur, Ouais. donc bon, ouais, ça make sense, comme disent les Américains. Et donc, il reste aussi il a pas cessé d'écrire, hein, il reste hyper prolifique. Et là, il a commencé à écrire les chapitres de la suite. Hein, t'en parlais tout à l'heure. Oui. Il y a une suite à Tout à 21 Ways, c'est ça? C'est ça, ouais, a priori. D'accord. C'est plus dense. Ouais, a priori, oui, ça sera plus dense quand même. Bon, c'est une bonne progression. Je pense que 21 leçons, c'est quand même assez accessible au plus grand nombre, tous ceux qui ont réussi, qui ont supporté, qui se sont enrichis du contenu des épisodes là du podcast jusqu'à maintenant, ils peuvent aller sans problème sur 121 leçons. Et puis après, logiquement, je dirais que la voie est tracée pour Bitcoin is time, quoi. Ouais, et puis il y a pas mal de références en plus dans 21 leçons, donc il y a quelques pages de références à la fin quand même. Je sais plus combien exactement, mais ouais, il y a une centaine de références, je crois. 103, ouais, c'est ça. Ouais. Je voulais savoir un petit peu, toi, où t'en es en ce moment dans ton travail sur Bitcoin. Je sais que tu es à l'initiative, à l'origine de ce projet Bitcoin Economic Forum. Oui, alors je suis pas seul, mais oui. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Comment c'est né? Quelles étaient les motivations pour ce projet? Est-ce que ça vient combler comme lacune ou apporter comme espace supplémentaire pour la communauté Bitcoin? Alors, l'idée du projet, en fait, vient de Surfing Bitcoin de l'année dernière. Parti un peu d'un constat où, c'était une discussion avec Joss, notamment de Stacking, ou je sais plus, lors d'une pause clope ou un truc comme ça, on discutait, et puis le constat de se dire, bon, les conférences Bitcoin en France, bah, il y a Surfing. Et puis, c'est à Biarritz, c'est quand même à une extrémité de la France. Ouais. Et puis, dans les autres régions, il n'y a pas grand-chose. Bon, il y a quelques meet-up. Il existe déjà, par exemple, le meet-up de Rennes existait déjà. Mais bon, voilà, c'est parti d'une idée de se dire, ça serait bien de faire des conférences aussi un peu ailleurs en France, quoi. Et de fil en aiguille, au même jour, dans la soirée, j'ai rediscuté de l'idée avec d'autres bitcoiners, notamment Gilles, JC, enfin voilà, qui étaient présents, et allez, vas-y, on y va, on le fait, quoi. On essaye de monter une nouvelle conf ailleurs. Donc il se trouvait qu'on était tous un peu originaires, sinon de Bretagne, de l'ouest de la France. Et de fil en aiguille, on a décidé en fait de structurer le collectif Brace Bitcoin qui existait déjà, mais vraiment de façon informelle en fait. Et du coup, on l'a structuré sous forme d'association à but non lucratif pour nous permettre aussi d'organiser l'événement et d'avoir une structure qui nous permet de louer un lieu, etc., de pouvoir payer des factures. Donc on a créé l'association qui a dû être officiellement créée fin septembre de l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'organiser le Bitcoin Economic Forum. Alors au départ, en plus, nous, on voulait organiser la première conférence en 2024, et puis arrivé à la fin de l'année, on s'est dit bon, c'est quand même dommage, l'année dernière, c'est quand même dommage de pas faire un truc en 2023. Et donc c'est là qu'on s'est dit, allez, on propose quelque chose au printemps. Et du coup, le Bitcoin Economic Forum, donc ça se passera entre Le Mans et Laval, du 19 au 21 juin, donc pendant le week-end de l'Ascension. Ouais. Donc sur un domaine privé, d'environ 80 hectares, si je dis pas de bêtises. Alors je pense pas qu'on aura accès aux 80 hectares, hein, faut peut-être pas rêver, mais en tout cas ça. J'ai vu les photos, ça a l'air sympa. En tout cas, ça veut surtout dire qu'on sera bien tranquille. Et donc
le billet du Bitcoin Economic Forum propose 2 nuits, les repas et la conf. Donc tout ça pour environ 200 €. Ça commence le vendredi après-midi, alors vers presque 14h a priori, et jusqu'au dimanche matin. Enfin, ça se termine le samedi soir, mais effectivement, il y a la nuit du samedi. Et le concept, c'est... Et le concept, c'est donc des intervenants, des speakers, mais pas trop. Il y aura 6-7 speakers, donc on va dire 2 par demi-journée. Et tu peux nous les citer, là? Ah, je les ai pas en tête tous, alors j'aurais peur d'en oublier, mais il y a Gilles, il y a Julien Guipon, il y a Sébastien Gouspillou, il y a Steph de Pitch, le peer-to-peer, il y a Théo Mogenet, il y a Lounès avec Théo Pantamis, et puis bah je crois que c'est tout, non? Je sais plus. Là, si j'en oublie un, voilà, là c'est là que c'est pas cool, tu vois. Ah non, mais c'est ceux que j'ai en tête aussi. Je crois que j'ai dit tout le monde. Bah oui, j'ai dit tout le monde. Ah, j'ai oublié personne, trop fort. et tu me disais qu'en plus de ces interventions qui sont déjà programmées, il y a des espaces et donc oui, voilà, pour des conversations, des ateliers un peu spontanés, quoi. C'est ça, ce qu'on appelle les pleb forums, où il y aura des espaces réservés. Alors normalement au moins 2 en simultané. On espère peut-être même 3 en plus. Voilà. Et donc ces espaces, oui, seront réservés pour que les participants puissent proposer eux-mêmes leur propre talk, atelier, ce qu'ils veulent, discussion, réserver une salle pour faire du dev sur un truc, bosser avec d'autres personnes. Bah, voilà. Il est possible de proposer dès maintenant. Alors, je suis en train de prévoir un espace sur le site pour essayer de pouvoir proposer ça facilement via le site. Mais en attendant, n'importe qui peut nous proposer un atelier par mail, enfin un atelier ou quoi que ce soit d'ailleurs, par mail. L'adresse est sur le site du BEF. Et donc ça va être contact@brestbitcoin.bzh. Il y aura 2 speakers par demi-journée. Et le reste du temps sera dédié aux échanges, notamment via les plateformes où les gens pourront proposer, donc remplir un emploi du temps en fait, enfin remplir les trous qu'il y aura dans l'emploi du temps facilement. Et puis sinon, évidemment du temps pour les échanges, pour tout ça. Voilà. Il vous reste des places là ou quoi? Il reste quelques places, ouais. Ok, parce que là, je crois que le podcast, l'épisode sortira avant le BEF. Donc il y a encore je mettrai un lien pour aller sur le site. Mais ça rallie un petit peu tous les purs et durs, les gens qui sont vraiment à fond sur Bitcoin, quoi. C'est un public assez maxi, hein. Il n'est pas question de parler shitcoin. On est tout à fait d'accord. De toute façon, nous sommes une association qui s'appelle Brest Bitcoin Only. On organise le Bitcoin Economic Forum, donc il est hors de question, voilà, Enfin, après, les gens font ce qu'ils veulent. En même temps, j'ai envie de te dire, si un des participants souhaite proposer un atelier ou un talk, ce qu'il veut sur un sujet qui n'est pas lié de près ou de loin à Bitcoin, pourquoi pas après tout, hein. On va pas l'empêcher, on n'a pas de raison. Après, bon, il y aura peut-être pas beaucoup de monde, quoi. Ok. Mais effectivement, sinon l'esprit, tu as raison, c'est bien, c'est bien 100% Bitcoin. Ouais, non, mais c'est ça. On n'a pas envie que les gens soient mal à l'aise, quoi. Je veux dire, après, si t'arrives, je veux pas dox qui que ce soit, mais faut quand même savoir qu'il y aura pas la totalité des bitcoiners à faire, mais il y en aura beaucoup qui seront présents outre les speakers. Ouais. De tous ceux que vous pouvez croiser tous les jours sur Twitter, par exemple, notamment, il y en a beaucoup qui seront présents. Ouais. Et puis, en France, on n'a pas vraiment finalement de conférences Bitcoin only, parce que, comme je le disais, Surfing, ça a beau être Surfing Bitcoin, il y a quand même un brassage de sujets qui est assez large. Je pense qu'il y a une place pour ce genre d'événement en France. On est un poil plus central du coup que Biarritz quand même, même si c'est pas l'idéal non plus. Mais bon, on est Brest Bitcoin, donc on n'allait pas faire ça à Strasbourg. D'autres projets
sur lesquels tu es engagé en lien avec Bitcoin? Ouais, tout à fait, mais c'est assez confidentiel, alors je peux pas trop en parler. Super, on en parlera peut-être. Disons que j'ai commencé, oui, à travailler sur un projet avec un autre Bitcoiner et d'autres personnes. Voilà, tout ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que moi je vais sans doute dans ce projet diriger la partie technique et bah ouais, je peux pas vraiment en dire plus à part que ça aura un lien avec Bitcoin, mais pas que. Bah, c'est cool. Disons que ça fera un lien avec un univers que je pense pas mal de Bitcoiners connaissent déjà. Mais... Avec des autruches, quoi. Non. Non, c'est pas à base d'autruches. Parce qu'en fait, on n'en a pas parlé du tout, mais Gigi, il est à fond sur Nostr, lui, non? Oui. C'est vrai que, alors, ça c'est bien, mais du coup, maintenant, quand je le revois passer sur Twitter, il m'agace un peu parce que c'est juste pour dire que Twitter c'est de la merde et qu'il reviendra plus. Bah, reviens pas, bro. En fait, arrête quoi. Enfin, tu vois. J'avoue. Mais bon, Nostr c'est très bien. Toi, t'es pas mal présent aussi d'ailleurs sur Nostr, non, je crois. Non, très peu en vrai, très peu. J'y étais au début et puis c'est vrai que je me suis lassé aussi très vite, mais bon, c'est encore. Enfin, moi j'ai un problème avec l'écho chamber en fait, tu vois. J'aime pas ça. Donc j'essaye. J'ai beau être un Bitcoiner maxi et troller sur Twitter ou voilà, être un peu que dans Bitcoin sur Twitter. En vrai, c'est pas parce que je réagis que sur des sujets Bitcoin sur Twitter que je m'intéresse qu'à des sujets Bitcoin et j'essaye au maximum de pas rester dans ma chambre d'écho justement. Et le problème c'est que Nostr aujourd'hui, de par son développement, amplifie énormément ça quoi. Je veux dire, sur Nostr, t'es dans ta pure echo chamber quoi. Aujourd'hui en tout cas. C'est ça, c'est essentiellement la communauté Bitcoin qui s'approprie le protocole, quoi. Ouais, c'est ce que j'observe et alors c'est très bien parce que c'est vrai que bah pour le coup ça amène aussi des discussions très intéressantes et qui n'existeraient peut-être pas sur Twitter. Mais et puis ça rend aussi typiquement des personnages beaucoup plus accessibles. Typiquement Jack par exemple où tu vois où tu peux discuter avec lui sur Nostr très facilement quoi. C'est sûr. Au tout début là de la vague de nouveaux utilisateurs qu'il y a eu, alors ça devait être en décembre si je dis pas de bêtises, hein, que ça s'est produit, c'est ça. Effectivement, au tout début de cette vague-là, c'était très rigolo parce que c'était des discussions avec, t'avais Jack, etc. Enfin, t'avais des threads, tu parlais avec eux et tout. Enfin, c'était marrant quoi. C'était très très amusant. Et bon, c'est toujours un peu vrai. Typiquement là pour Jack par exemple, c'est toujours un peu vrai. Nostr permet ça de plus, je pense, rapprocher les gens mais autant ça t'enferme pas toi-même dans ta tour d'ivoire quand t'as un compte très suivi, par exemple. Je pense moins que sur Twitter, je pense. Mais par contre, ça renforce vachement le côté echo chamber communautaire. Quoi. Ce que je ferai, c'est que je vais laisser quelques liens quand même parce que c'est pour ceux qui ont le temps, un petit peu de temps à consacrer à la découverte de ce réseau, quoi, de ce protocole de communication. C'est finalement assez facile. C'est assez facile. Il y a des guides. Alors il y a le guide justement de Guigui, mais il y a aussi, si je me trompe pas, c'est Marco BTC aussi qui a pas mal écrit là-dessus. Et puis est-ce que c'est John Onchain ou je sais pas. En tout cas, il y a des ressources qui permettent un onboarding assez rapide. Moi, ce que j'ai trouvé cool aussi, c'est qu'il y a des gens qui ont pris l'initiative de mettre en place ce qu'ils appellent des Nostr Nest, un petit peu comme des petits espaces de conversation, des petits salons un petit peu comme les Twitter Space. Et il y a Copain Malin qui a fait un truc comme ça. Et voilà, et ça permet aussi, c'est tous ces petits salons, tous ces petits espaces où on se sent quand même un petit peu chez soi. Il y a un bon niveau de confidentialité. Ça permet aussi à chacun de commencer à prendre la parole en public, à partager ce qu'il est, ce qu'il aime et à apprendre, et puis à prendre aussi confiance dans sa capacité à partager ses réflexions sur Bitcoin, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai.
Après, oui, il faut. Mais en même temps, ça, c'est vrai aussi sur Twitter finalement. Ouais. Mais ouais, c'est moins sans doute gangréné par la recherche d'engagement, ce genre de choses. Ouais. Ouais, sans Ouais. doute. Ça, c'est vrai. Est-ce que, on va conclure là, est-ce que tu aurais des livres, des vidéos, des podcasts à recommander à tous les auditeurs? Et puis, est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais partager avant qu'on clôture cet épisode? Lisez The Block Size War si vous l'avez pas lu. Lisez. T'es traduit en français? Ouais, traduit, ouais. Non Oui, alors je sais. Oui, ici il doit être sorti maintenant. Ça y est, je sais plus. Bah, c'est chez Consensus d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Ouais. Je sais plus s'il est sorti ou pas. Lisez Le Prix de demain. Ouais. Ça, on en a une intro là sur le podcast, ouais. Lisez Layered Money. Ouais, plus difficile, un petit peu plus difficile un quand peu, même. Ouais. Alors, c'est pour ça que je le dis, hein, pas en premier, tu vois. Ouais. Sinon, il y a quoi qui est intéressant en livres courts qui peuvent être super. T'as le scénario optimiste pour Bitcoin. Ouais. Qui est quand même très cool. C'est les 4 premiers épisodes du podcast, ouais. Ouais. Celui-là est quand même très cool aussi. Si vous l'avez pas lu, c'est vraiment bien et c'est court en plus. Donc c'est pas du tout le bouquin de 700 pages super chiant. Bien au contraire. Et puis, alors je sais pas ce que ça va donner, mais moi je suis très très impatient de recevoir ma copie FR du Book of Satoshi. Ouais. Ça, Phil Champagne, ouais, c'est ça? Ouais, ça j'ai envie de voir ce que ça donne. C'est un recueil de plein d'extraits de messages sur Bitcoin Talk, etc. C'est ça, ouais, en gros, oui. Et c'était déjà très cool dans sa version anglaise. Et je suis très impatient de voir ce que va donner l'édition française. Ah ouais, bah moi tu vois, je l'ai pas lu, ça fait vraiment partie des manques, des lacunes, et effectivement, ça sera super chouette à lire en français. Et puis dans le même esprit, il y a ce livre que prépare là Ludovic Lars et dont il a partagé l'intro ou le premier chapitre, qui revient pas mal aussi sur l'historique et qui a l'air vraiment remarquablement écrit, très très fluide, vraiment sympa quoi. Ah mais Ludovic écrit très bien, ouais. Et d'ailleurs, ouais, il y a ça aussi qui est intéressant comme bouquin que moi j'avais bien aimé lire, c'était Crypto Economics, sa traduction du bouquin d'Eric Voskuil. Ouais, alors ça j'ai pas lu, apparemment c'est une référence ce truc. Je sais pas si c'est une référence, mais en tout cas c'est très intéressant. Ouais, et la traduction de Ludovic est cool quoi. Vraiment. Des podcasts à recommander en anglais ou en français? Alors, je vais peut-être te surprendre, je suis pas du tout consommateur de podcasts. Ah bon? Eh oui. C'est étonnant, mais ouais, non, je suis pas du tout consommateur de podcasts. Parce que t'es très mélomane, donc quand tu mets tes earplugs dans les oreilles, c'est pour te mettre de la bonne musique ou pour participer à des conversations. Ça m'arrive assez régulièrement de participer, par contre, à des spaces, par exemple sur Twitter, Ouais. De temps en temps. Mais c'est vrai que même des spaces, tu vois, sur Twitter, c'est rare que j'en écoute. Ça arrive, hein, bien sûr, mais ouais, j'ai pas ce réflexe de quand quand j'ai envie d'écouter quelque chose, de mettre un podcast. Non, ouais, effectivement, moi, Ouais. je me mets tout le temps de la musique dans les oreilles, ça c'est vrai, mais ouais, j'ai pas cette culture du podcast, en fait, c'est étonnamment. Non, ouais. puis on a des différents canaux pour choper l'information, et c'est bien que ça se multiplie. Il y en a, c'est par la vidéo. Moi, je pense que c'est pas mal en multipliant les canaux par répétition, parfois, qu'on arrive à bien imprimer des nouvelles notions comme ça, quoi. Ouais, et moi, ce que j'aime bien, alors, étonnamment, tu fais partie des rares que j'écoute parfois. ainsi que Yves Benaïm. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est dans la façon dont tu as nommé ton podcast, le côté touchpoint. Ça, c'est vraiment cool. Parce que c'est très très représentatif du chemin que la plupart des gens prennent. C'est-à-dire qu'ils vont toucher une fois, et puis ils vont dire OK, ils vont retoucher une autre fois,
Et enfin, c'est un peu, tu sais, la théorie des 7 points de contact du marketing, en fait. Et, Ah ouais. et c'est un peu ça, ouais, c'est un peu ça l'idée. Ça fonctionne vraiment comme ça. Moi, j'estime qu'il faut avoir été en contact plusieurs fois avec Bitcoin pour peut-être commencer, alors c'est pas vrai pour tout le monde, évidemment, mais pour peut-être, voilà, commencer à s'intéresser ou à commencer à comprendre les aspects que parfois des gens, peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans en arrière, la première fois où t'en as entendu parler, ces gens ont peut-être essayé de te l'expliquer, mais t'avais pas eu assez de points de contact finalement pour comprendre ce qu'on voulait te faire passer comme message à l'époque, et à force d'avoir des points de contact comme ça, ben ouais, ça finit par rentrer entre guillemets, quoi. Ouais. Et puis là, le truc quand même plutôt sympa pour les nouveaux arrivants, c'est que des points de contact, il y en a en quantité, c'est-à-dire il n'y a jamais eu autant de support pédagogique sous tous les formats possibles, Ouais. De qualité, et puis on a quand même un contexte socio-économique, culturel qui part super en vrille et qui devrait, qui commence, voilà, qui incite un petit peu à chercher un petit peu des réponses à des questions que tout le monde se pose pas, et donc voilà, il y a des circonstances plutôt favorables. En tout cas, c'est plus facile aujourd'hui de trouver le bon signal, et assez rapidement de trouver les informations qui permettent de comprendre ce qui se passe autour du Bitcoin, quoi. Ouais, tout à fait. Et à ce titre, c'est vrai que sur le côté éducatif, bon, on ne peut encore une fois que saluer l'énorme et excellent travail que fait Roxy, mais pas que lui, avec toute son équipe et avec aussi tous ceux qui participent à enrichir son contenu. Je pense par exemple à Théo, à Loïc, etc., qui voilà, ont fait un travail excellent sur les leçons de l'Académie Bitcoin. C'est clair. Je pense en 2 ans, il a fait un travail bottom-up d'organisation, d'organisation, de fédération de toutes les énergies pro-Bitcoin, et puis formalisation de cours. Et là, ça continue. Là, je suis régulièrement en conversation avec Roxy, qui me montre un petit peu comment ça évolue. Ils font tous un travail magnifique. Ouais. Et ils continuent à être très ambitieux, et ils se donnent les moyens de leurs ambitions. Et je pense que les Français, en tout cas, par le biais de l'Académie Découvre Bitcoin, vont aussi montrer leur contribution à l'échelle internationale sur les aspects éducatifs, quoi. Il y a quelque chose très chouette, quoi. Tout à fait, et sans oublier tous les meet-up aussi qui se sont créés ambassadeurs, avec le programme ambassadeur, en effet, récemment. Ça, c'est vraiment très chouette aussi de voir ça. Notamment en Bretagne, je crois qu'on est maintenant 8 meet-up, il me semble. Ouais, c'est dingue, hein. Ouais, c'est dingue. Ça permet de boucler la boucle, puisque c'est Roxy vraiment qui m'a permis de te rencontrer et de passer ce bon moment de juin 2022. On était presque au bottom, pas tout à fait. Je crois qu'on avait touché 16 ou c'était 16 000 $. Je crois que c'était Terra Luna ou je sais pas. Ouais, c'était ça, oui, je crois. Ouais. C'était assez violent quand même. Et tout ça, c'est grâce à Roxy qui m'a permis de me mettre en route aussi dans de très bonnes conditions pour tenter à mon niveau cette aventure dans l'éducation Bitcoin. C'est vrai. Et ce qui était assez drôle d'ailleurs à cette soirée, c'est qu'au final, moi j'ai invité plein de gens chez moi. On était 12 ou 13, je ne sais plus. Et il y avait 2 personnes que je connaissais vraiment, avant la soirée, quoi. Sur les 12. Et c'est un peu bizarre de se dire ça, de se dire, j'invite une dizaine d'inconnus chez moi, qui ne sont pas si inconnus que ça, parce qu'évidemment, on échangeait déjà tous les jours à travers différents canaux et de groupes de bitcoiners, etc. Mais dans l'idée, c'est un peu étrange de se dire que t'invites une dizaine d'inconnus chez toi, 10-12, et qu'on va faire une soirée et que ça va bien se passer, quoi. Et T'as carrément raison. Et au contraire, je pense que c'est un peu l'esprit du BEF aussi, hein. Ah, mais complètement. C'est exactement ça. C'est un peu quelque part, ce qu'on cherche à reproduire. Et oui, ce qui était quand même assez marrant, c'est qu'au final, c'était un peu comme si on se connaissait tous depuis longtemps, et comme tu dis, on a passé une excellente soirée, et c'était vraiment génial, quoi. Donc oui, c'est aussi l'esprit du BEF, ouais, tout à fait.
Écoute, Anto, voilà, au moment où cet épisode sort, il y a encore la possibilité, j'imagine, peut-être, d'acheter un billet pour le BEF. Le BEF, tu nous rappelles la date? Du 19 au 21 mai. 19 au 21 mai. Bah, écoute, moi, je te retrouve à ce moment-là. Ah bah, avec plaisir. Ce sera un plaisir pour nous tous, là, de tous se retrouver, tous les Bitcoiners. Merci encore pour ce superbe travail de traduction. Avec plaisir. Pour ce super livre qu'on peut acheter. Et puis vraiment, j'ai hâte d'en savoir plus sur ton projet encore un peu confidentiel. Mais je te souhaite en tout cas de bien avancer dessus avec tes collègues, quoi. Merci, c'est cool. Salut Anto. Salut, à bientôt.